Moi, je me présente. Cédric, je suis CTO et cofondateur de Sketchfab. Je vais parler un petit peu du prototype de PBR qu'on a fait pour le SIGGRAPH. Et euh, Avant de parler de ça, je vais juste introduire juste vite fait Sketchfab, ce que c'est, pour les gens qui ne connaissent pas. Sketchfab, c'est une plateforme pour partager des modèles 3D. Grosso modo, aujourd'hui, les gens, ils ont des vidéos, ils les mettent sur YouTube. Ils ont des modèles 3D, ils les mettent sur Sketchfab. Et après, avec une URL, ils partagent ça n'importe où sur le web et on permet de customiser le rendu des modèles, machin, etc. Ça sert pour le printing, pour tout un tas de choses. Mais donc voilà. Et donc en l'occurrence, on a de plus en plus de users qui nous demandent en fait pour avoir du rendu plus physiquement correct. Enfin, c'est un petit peu la mode, on va dire. Tout le monde commence à bouger vers ce type de rendu. Et donc du coup, dans ce cadre-là, en fait, on a commencé à passer un peu de temps pour voir ce que ça donnait en WebGL. Vite fait, pour parler un peu de la lumière, juste des choses de base, c'est en général, donc c'est vu au niveau micro, c'est vu en fait, un rayon touche une surface, il y a une partie qui est réfléchie et une partie qui est réfractée. Ouais, non, pas absorbée, on peut pas dire ça, mais pas encore. Enfin, il y a une partie qui est réfléchie et il y a une partie qui est réfractée. Je sais pas comment le dire en français en fait. Ce terme-là il est toujours en anglais, donc désolé. Ça dit comme ça, réfracté. Ah oui, ça marche. Ok, donc ce qui se passe, c'est qu'en fonction de si la surface est plutôt lisse ou plutôt rugueuse, les rayons qui vont être réfléchis vont être beaucoup plus spreadés. Et en fait, quand on a ce phénomène, en fait, les réflexions apparaissent blurry. C'est flou en fait. A contrario, en fait, quand on a une surface plane, en fait, c'est un peu l'effet mirror, c'est-à-dire que voilà, on voit très bien l'image, quoi. Pourquoi je parle de ça parce que c'est un peu la base de la façon dont les modèles de lumière sont fabriqués aujourd'hui. C'est-à-dire que la lumière, quand elle interagit avec la matière, il y a une partie donc, qui est réfléchie, donc un peu comme on lance une balle, ça rebondit, donc même principe. Et il y a la réfraction, et donc il y a une partie qui pénètre dans la surface. Sauf que ça dépend des surfaces. Et donc, nous, dans ce qui nous intéresse, en fait, il y a trois types de surfaces, enfin, il y a trois types d'interactions. Les surfaces, en fait, il y a les métaux, il y a les semi-conducteurs et il y a ce qu'on appelle les diélectriques. Donc, grosso modo, en fait, ils sont importants, en fait, ces différentes surfaces, parce que la lumière ne réagit pas pareil sur les différentes surfaces. Les diélectriques, on s'en fout parce que bon, voilà quoi, ça sert à rien. Enfin, on n'utilise pas beaucoup, donc c'est un truc, hop, on le vire. Donc, on manipule pas ça. On va manipuler en fait, on va classifier surtout les matières qui vont être du métal ou pas du métal. Et donc, ce qui se passe dans le métal, c'est que justement la partie qui est réfractée, en fait, elle traverse pas en fait la matière. Elle est absorbée. Donc, en général, ça revient sous forme de chaleur en fait, mais la lumière ne pénètre pas en fait l'objet. Par contre, effectivement, les métaux sont plutôt réfléchissants, quoi. Et en fait, le fait que la lumière soit pas réfractée, ça c'est un gros, enfin en tout cas soit pas, est absorbée et ne pénètre pas la matière, ça c'est un gros point différent en fait entre justement les métaux, pas les métaux. Et en termes de rendu, c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de différences. Enfin, en tout cas qu'on les traite différemment. Dans ce qui n'est pas métal, donc il y a une partie qui réfléchit, donc comme le métal, et il y a une partie donc la partie réfraction en fait pénètre la matière, et en fait après à l'intérieur elle scatter, donc en fait elle change de direction, et donc il y a une partie qui va ressortir et une autre qui va pas ressortir. Donc en fait nous ce qui nous intéresse, enfin pourquoi on parle de ça, il y a un petit dessin qui est montré juste après pourquoi, c'est que la partie qui ressort, en fait, on va la considérer comme diffuse. Et c'est en fait comme ça qu'après les modèles d'éclairage simplifient et disent bon voilà, ça c'est diffuse plus spécular, ça c'est juste spécular, enfin voilà, les choses comme ça.
Voilà, donc en fait, du coup, on va simplifier. Ah oui, petit truc aussi avant. Normalement, en fait, là, quand la lumière, elle rentre, bon, elle ressort pas forcément au même endroit. C'est-à-dire que le rayon, il passe, il traverse un peu dans la matière. En fonction des matières, en fait, bah, ça se balade un peu, puis ça ressort plus ou moins loin. Enfin, voilà. Bon, là, en fait, on sait pas, on dit, bah, pardon, mais c'est au même endroit, quoi. Et donc du coup, c'est ce modèle-là en fait qu'on utilise un peu avec le BRDF, enfin donc avec le modèle d'éclairage qui est utilisé principalement aujourd'hui. Euh, Dans ce que j'explique en fait là, c'est un petit peu l'espèce de gros dénominateur commun, c'est-à-dire c'est le truc qui est un peu facile d'accès parce qu'il est très documenté. Unreal Engine utilise ça, enfin l'a beaucoup documenté. Donc c'est un peu les trucs qui sont, on google ça, on trouve de la référence dessus, et il y a de l'implémentation aussi enfin où il y a du code dessus. Donc voilà, après il y a des choses plus complexes, mais nous en l'occurrence pour Sketchfab, ce qui nous intéressait, c'est déjà de prototyper un truc qui est relativement bien connu, parce que ça prend du temps en fait, et donc du coup on veut quand même rester sur des choses où il y a déjà des gens avant qui pédalent pour sortir tous ces trucs, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la tête du BRDF. Donc, ce modèle d'éclairage là, on l'utilise pour la partie spéculaire, et après on en utilise un autre pour la partie diffuse. Et c'est pour ça qu'on fait la différence entre les deux. Et autre point sur cette partie-là, évidemment pour du métal, bah, ça n'existe pas ça. Il n'y a que de la matière, il n'y a que de l'énergie qui repart. Enfin, il n'y a que des rayons qui repartent. Et donc, du coup, donc on a un BRDF de cette tête-là pour le spécular. Il y a plusieurs coefficients en fait, il y a des fonctions, donc ça c'est des trucs un peu. J'ai pas trop mis le détail en fait. Dans mes slides, il y a des références en fait où on peut trouver en fait, bah du coup, c'est quoi les fonctions, pourquoi ci, pourquoi ça. J'ai mis pas mal de références à la fin pour que vous puissiez regarder, parce qu'il y a quand même. Enfin après, ça peut aller loin tout ça, et l'idée c'est que je parle un peu d'implémentation après, quoi. Donc F c'est Fresnel. Donc grosso modo, l'idée c'est que tous les objets ont du Fresnel. Quand on regarde en fait au centre, et ben en fait, si on imagine qu'on regarde une sphère en fait, et ben sur les bords, ça réfléchit plus qu'au centre. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est formalisé en fait avec une fonction. Les différents matériaux ont différents facteurs de Fresnel, on va dire, de courbes de Fresnel. Et donc voilà, donc ça c'est une fonction. Il y a plusieurs approximations, mais aujourd'hui en fait c'est relativement assez bien connu. Enfin, il y en a qui fit suffisamment bien, et du coup, bon voilà, la plupart du temps on utilise un Schlink qui est référencé dans les papiers plus loin. G c'est un facteur géométrie, c'est une espèce de fonction pour dire que même dans l'aspect microfacette, il y a du self-shadowing. Et donc en fait, c'est un petit peu un modèle statistique pour représenter en fait à plus haute échelle. Quand nous on vise un pixel, on dit bon alors qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a une fonction qui va représenter statistiquement un petit peu ce qui se passe au niveau microfacette. Donc voilà, c'est à ça que servent ces fonctions. Donc G ça va être le facteur de shadow masking, et D ça va être ce qu'on appelle NDF, c'est le normal distribution fonction. Voilà. Donc voilà, et ça typiquement, vous googlez ces trucs-là, vous les retrouvez partout, quoi. Enfin, le petit 5, je crois que ça pointe sur le papier d'Unreal. Ah non, c'est Nati. C'est Nati Hoffman, c'est un des mecs qui parle de PBR en fait aussi graphe. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc on se retrouve en fait avec ces trois fonctions. On va dire que bon bah très bien, on les connaît, on les a implémentées et tout va bien. Ça c'est la partie diffuse. Donc le BRDF est super simple, c'est une constante. Alors on peut aller plus loin, mais globalement ça suffit déjà pas mal de faire ça en fait. Donc c'est diffuse sur pi. Bon, voilà, c'est pas méga compliqué, ça va. Après on verra pourquoi en fait il y a. Enfin, on verra en fait en termes d'implémentation ce que ça veut dire, parce que là on voit des formules, bon. Mais après en implémentation, quand on voit du code, c'est un peu plus de sens, quoi. Normalement, je suis censé dire un truc ici. Non, ça va être là alors. Donc après, donc comment ça se passe pour implémenter du rendu avec des PBR? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, moi, ce dont je vais parler, c'est quand même pas mal simplifié.
Les PBR, ça va vraiment très loin, quoi. On peut, enfin, c'est un puits sans fond, et les gens qui drive en fait, enfin, qui maîtrisent le sujet, ils passent mais ils passent tout leur temps en fait à faire ça. Je parle des gens comme Sébastien Lagarde, comme des Brian Caris, donc des gens qui bossent sur les moteurs de jeu qui font que ça. Ils passent juste leur temps à soulever des nouvelles briques techniques pour être plus précis. Parce que donc on a la partie matériel, donc c'est relativement simple dans le sens où on va avoir une nouvelle composante. Enfin, on l'avait avant, mais on l'appelait peut-être pas pareil. Mais avant, on avait diffuse spécular et puis on s'arrêtait là, puis c'était un truc ad hoc et puis on tweakait. Éventuellement aussi, on avait un exponent qui rapetissait ou qui agrandissait en fait la taille du spot. Ok, maintenant en fait, on travaille plus avec donc une albédo, un roughness ou une texture de smoothness. C'est pareil, enfin c'est l'inverse. Il se trouve que les artistes préfèrent travailler avec du smoothness. 1 c'est smooth, 0 c'est pas smooth. Alors que roughness, 1 pour eux non. C'est pas dans ce sens-là que ça va. Bon. Mais donc ça c'est des textures qu'on connaissait déjà avant. Et metalness qui permet de dire c'est du métal, c'est pas du métal. Et il y a un truc, normalement c'est 0 et 1, c'est-à-dire que c'est du métal, pas du métal. Et il se trouve que bon, des fois on tweak un peu le truc entre les deux quand il y a des transitions de matériaux ou de choses comme ça. Mais normalement c'est, les gens essayent de dire non, tu mets pas entre les deux, c'est 0 ou 1 quoi. Parce qu'après bon là ça tweak un peu dans tous les sens, ça fait n'importe quoi. Enfin ça peut faire n'importe quoi. Donc les environnements HDR, oui il peut y avoir aussi des normal maps, mais bon voilà c'est pas, enfin c'est classique ça. Il y a les environnements HDR, donc ça c'est assez important. C'est important parce que vu qu'on essaye d'avoir une approximation un peu plus, une approximation, on essaye d'être physiquement correct. Il se trouve que quand on est à l'extérieur, la quantité d'énergie qui vient en fait du soleil par rapport à une petite lampiote, c'est des grandeurs qui n'ont rien à voir. Et du coup, se retrouver avec du 8 bits dans les environnements, c'est un peu un problème. Enfin, en tout cas, quand on passe le PEP, c'est vite un problème. Du coup, on a besoin effectivement d'avoir des valeurs qui sortent de 1. Donc, typiquement, on préfère avoir des floats pour des environnements. Bon, on verra que c'est pas aussi simple que ça. Mais donc, on préfère avoir des floats pour les environnements. Et les environnements, c'est un élément extrêmement important parce que typiquement, pour tout ce qui est du métal, le métal en fait il n'a pas de diffuse, donc sa couleur il attire de l'environnement et sa composante spéculaire qui peut modifier un peu la couleur. Mais du coup, pas d'éclairage extérieur, ça n'existe pas quoi. Donc en fait, la plupart, ce qu'on se rend pas forcément compte, mais la plupart du rendu se fait avec les environnements. Et ce qu'ils font dans les jeux, c'est que une pièce comme ça, ils vont la quadriller de plein de cube maps. Et puis en fait, ils vont éclairer les endroits qu'ils vont afficher. En fait, ils vont sélectionner les cube maps qui sont les plus proches. Nous, dans un contexte comme Sketchfab, on en a une seule, ça suffit. On a un modèle, on n'a pas des niveaux de jeu, machin. Mais eux, c'est ce qu'ils font. Ils précomputent plein de cube maps. Bon, des fois, ils les précomputent temps réel aussi quand il y a besoin, machin. Mais eux, en fait, ils utilisent tout ce mécanisme-là, mais vraiment beaucoup plus complexe. Les AR light, donc ça, normalement, c'est bien. Dans la vraie vie, c'est dur. Donc du coup, ça, nous, on saute. Les caméras aussi, normalement, en fait, quand on commence à avoir un système PBR complet, on se veut que soit l'œil est plus accurate, on modélise la façon dont on perçoit les couleurs, ou la caméra, en fait, on modélise la façon dont elle fonctionne, l'optique. Parce qu'il peut se trouver, en fait, quand on a des ranges très hauts, parce que beaucoup de lumière ou choses comme ça, au niveau de l'image, en fait, ça fait nimp, parce qu'on la traite pas comme il faut, quoi. Parce que nous, en fait, quand on regarde quelque chose, on ajuste en fait en termes d'éclairage. Et donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est un sujet en fait qui demande d'être traité. Donc voilà, donc globalement en fait les PBR ça peut être vite mais supra compliqué. Évidemment pour nous c'est simple parce qu'en fait on n'a pas besoin d'AR light, on n'a pas besoin de caméra, on est dans un contexte simple où on a besoin d'illuminer un objet avec de la cohérence physique sur l'éclairage, on change d'environnement, le modèle il fait pas n'importe quoi, enfin voilà. Donc nous, on est dans un cas simple qui nous permet de faire des choses plus simples et de maîtriser ça. Sinon, il faudrait passer vraiment beaucoup de temps à développer. Parce qu'en fait, plus on introduit des éléments et plus dans le détail, en fait, ça devient compliqué de trouver les choses qui vont pas, les choses qui vont. Voilà. Donc ouais, ça peut vite être compliqué. Typiquement, chez DICE, eux, ils vont à ce niveau-là et ils crament beaucoup de temps. Le dernier point, c'est les références.
en fait, vu que ça commence à devenir un peu compliqué de se dire ben, c'est bon ou c'est pas bon, enfin, comment on sait c'est bon ou comment on sait c'est pas bon, eh ben, on commence à utiliser des références. Donc pour ça, on utilise des rendus offline qui vont, où on va dire, bon bah voilà, je prends cet objet-là, je mets une sphère, je mets une roughness de, mettons, 0,3, je mets cet environnement-là, je ressors l'image, il se passe quoi? Il se passe ça. Moi, quand je calcule dans mon truc, il se passe ça. C'est quoi le delta? J'ai bon, j'ai pas bon, voilà. Et en fait, maintenant, ça devient suffisamment complexe que bah, il y a potentiellement besoin d'utiliser des références comme ça pour être capable de dire, bah, il y a bug, il n'y a pas bug. Parce qu'après, on peut dire, ouais, bon, ça fait bien. Ça fait bien, mais c'est pas bon. Voilà, donc les références, et notamment Mitsuba, un renderer offline, physically based correctly. Et donc du coup, ça c'est intéressant, ça se script, donc on peut faire des tests. Donc typiquement en fait avec des sphères déjà ça suffit bien pour avoir des ordres d'idées de ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, ça c'est un peu les espèces de composants qu'on peut voir sur les PBR. Bon, nous on est gentils, on reste sur les deux premiers, c'est cool quoi. Donc les environnements, donc j'en parlais juste avant, donc HDR. Donc il y a pas mal de sources en fait où on peut trouver des environnements. Donc là c'est HDRI-hub.com là. Donc c'est du HDR. En général ils fournissent par exemple comment je vais dire ça. En fait, il fournit plusieurs sets de textures. Il fournit en fait une texture qui va être utilisée pour la réflexion, une autre qui va être utilisée en fait pour la partie diffuse. Et j'expliquerai un petit peu plus pourquoi sur la partie diffuse. Ce qui est important, c'est que en fonction, alors ça nous est arrivé dans le passé. C'est on prend un environnement et puis bah ça fait nul. Et ça fait nul parce qu'en fait le range de l'environnement il n'a pas de sens. Exemple, si par exemple le range là c'est 2, bah ouais, c'est pourri. Parce qu'en fait, la lumière qui vient du ciel, ça n'a juste rien à voir avec une réflexion sur le pavé, quoi. Donc le range en fait de l'environnement est assez important. Et la qualité des environnements fait que ça a un impact direct sur l'éclairage de votre modèle. Donc voilà, il faut regarder un petit peu les environnements, se renseigner un peu, bon bah le soleil il fait combien, tout ça, machin, enfin on est censé avoir quoi, enfin voilà, bon. Faut diguer un petit peu là-dessus. Mais bon voilà, trouver des environnements de bonne qualité, bon, ouais, c'est pas complètement simple, mais bon. Donc ça c'est la partie diffuse de l'environnement. Alors je regarde juste ce que j'ai après si ça... Ouais voilà ça va être bien. Donc la partie diffuse ça va être une texture qu'on va dire d'irradiance. Donc elle est un peu bleurée. Bon d'ailleurs là elle est clampée parce que je l'ai directement convertie en JPEG donc on a perdu un bout. Mais voilà ça coupe net parce que voilà on est... c'est du JPEG. Mais donc en fait, cette texture-là, ce qu'elle fait, c'est que pour une direction, donc il faut imaginer que c'est une sphère ou une cube map, ce qui fait Brico. Pour une direction, en fait, on va récupérer l'irradiance en fait de cette direction-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pourquoi? Un objet, en fait, mettons un pixel ou un point. Pour l'éclairer correctement, en fait, il faut la quantité de lumière de l'hémisphère qui arrive sur ce point. Et ce qu'on fait en fait avec ces textures-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour une direction, on a précalculé tout l'hémisphère de l'environnement pour cette direction-là. Ce qui fait qu'en temps réel, quand on veut calculer la partie diffuse pour cette orientation-là, eh ben on récupère juste un lookup dans une texture et on a la valeur en fait comme si on avait intégré sur un hémisphère. Un petit dessin peut-être c'est mieux. Voilà. Donc grosso modo, si on veut éclairer ce point-là, il faut être capable de calculer l'intégrale de toute la lumière qui arrive autour. Donc là c'est un environnement. Donc en offline, mettons qu'on calcule chaque pixel là, tac 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 tac. Et en fait à la place de le sauver là, on le met dans une autre env-map et à cette direction-là, tac, on met le résultat. Et du coup, en temps réel, voilà, on peut utiliser ce résultat pour la partie diffuse. Alors, je reviens là-dessus parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, on peut stocker ça dans une cube map et c'est aussi des fois utilisé. En fait, dans les jeux, ils utilisent souvent des sphéricales harmoniques.
les sphériques harmoniques, c'est une simplification. Enfin, non, c'est pas une simplification, mais c'est une autre façon de représenter en fait l'irradiance. C'est un petit peu comme une succession en fait de signaux, et plus on en rajoute en fait, et plus on vient précis. Et vu que l'irradiance c'est quelque chose qui varie assez peu, et ben en fait ça colle bien avec ce type d'outils mathématiques. Et donc du coup, on se retrouve en fait, au lieu d'avoir une texture, on se retrouve avec genre 9 coefficients, et on utilise ces 9 coefficients là pour récupérer en fait la valeur d'irradiance en temps réel. Bon, ça c'est pareil, c'est documenté dans des papiers. Bon, je ne vais pas faire une démonstration là parce que déjà je ne sais pas le faire, mais c'est pas mal, enfin c'est beaucoup utilisé dans le jeu. Ça a aussi d'autres propriétés en fait, c'est que pour interpoler entre différents cubes maps la partie diffuse, c'est plutôt pratique. Mais bon, en l'occurrence, typiquement dans notre cas, nous on s'en fout. Nous, ce qui nous enfin, oui, on s'en fout, mais pour nous, ça peut être intéressant pour dire, bah, en fait, on va pas transférer en fait la texture, on va balancer plutôt 9 coefficients. Et pour nous, par exemple, c'est typiquement, bah, on n'a pas besoin de transférer une texture. Donc ça peut nous intéresser, nous, dans ce cas-là, quoi. Donc ça, c'est le petit dessin qui explique un peu l'irradiance. Donc ça, c'est le pseudocode diffuse. Alors, est-ce que je vais... tac, tac, tac. Alors, pour précalculer, en fait, ce qu'on a vu juste avant, il y a un pseudocode qui est assez facile. C'est grosso modo, quand on arrive pour un pixel, enfin, disons que on a l'environnement, on va fabriquer un autre environnement d'irradiance. Pour chaque direction, en fait, on va calculer tous les samples autour, et on va utiliser en fait de l'importance sampling. C'est pour éviter en fait, bon, en l'occurrence pour du COS, ça fait toute la demi-sphère, mais on verra qu'après ça a du sens en fait. Et en fait, bon, enfin même pour du diffuse en fait ça a du sens. Ça permet en fait au lieu de prendre tous les pixels, parce qu'en fait c'est un calcul qui est relativement long, le fait pour chaque direction, être capable de prendre en fait tout l'hémisphère en termes de pixels, puis de faire le computation et après sauver ce résultat-là, on peut dire bon bah on va prendre que n samples, et la façon dont on répartit ces samples en fait sur l'hémisphère, ça fait qu'on gagne un peu en temps de calcul. Après il y a d'autres méthodes pour calculer aussi les irradiances. Mais grosso modo, ça revient un petit peu à ce qui peut aussi être fait en réel, mais enfin, vu que c'est gourmand, on évite de le faire. Mais en l'occurrence, nous pour la démo, on l'a fait, mais c'était pas une bonne idée. Enfin, normal, mais bref. Mais voilà, ça c'est le type de code en fait qui est utilisé pour calculer en fait l'irradiance. Pour la partie donc spéculaire, c'est un petit peu différent, c'est plus compliqué. Donc en fait, la partie diffuse c'est cool, on a un résultat final, on a une cube map, on prend un accès via la direction, tac, on a le résultat, enfin voilà, tout est bien quoi. Pour la partie spéculaire, c'est plus compliqué parce que comme on a vu tout à l'heure, plus une surface en fait est rugueuse et plus en fait sa réflexion est floue. Or, ça il faut être capable. Alors, plusieurs solutions. Soit on le précompute, c'est ce que font les jeux. Enfin, il y en a qui le précomputent offline et d'autres qui le recomputent aussi temps réel des fois. Mais donc, grosso modo, c'est précalculer en fait les différents flous dans les différents niveaux de load de texture. C'est-à-dire que quand on va être au niveau 0 de la mipmap, c'est-à-dire que mettons que ça c'est le niveau 0, enfin, d'ailleurs c'est le niveau 0, si on utilise cette texture là, on va avoir une réflexion parfaite. Si je la blur un peu, en ce moment là en fait quand on va l'utiliser, on va avoir un résultat plus blurry au niveau de la réflexion. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque différent niveau de la mipmap, on va être de plus en plus blurré pour être capable de retranscrire la roughness du matériau là. Comme phrase. Hein. Ouais, voilà. Mais après, il y a un petit truc où on peut bouger, donc on verra quelques trucs. Avec ça Non, j'utilise pas ça pour draguer. Et donc ouais, voilà. Et donc pareil, donc même façon que ce qu'on a vu avant en fait, le code pour calculer en fait, pour pré-computer en fait une irradiance, il y a du code, et notamment en fait dans le papier de Unreal Engine 4, il y a du code qui explique en fait comment computer ces textures là. Avec tout ce qu'il faut, voilà quoi. Et donc ça se pré-compute, et après temps réel, c'est pareil, ça fait un accès. Alors il y a un truc
il y a une différence en fait sur les deux, c'est que cette partie-là, en fait, elle induit une erreur, parce que vu que le spéculaire, normalement, ça prend en compte l'œil, bah, vu qu'on précompute ça dans une texture, dans une cubemap, il n'y a pas le vecteur vu dedans, puisque bah, c'est précomputé, donc il n'est pas là. Donc ça veut dire que là-dessus, en fait, on introduit une erreur qui est acceptée, enfin, ça marche relativement bien quand même, c'est pas du tout dégueulasse, qui n'existe pas là, en fait, quand on fait de l'importance sampling temps réel. Alors, ouais, voilà, l'importance sampling temps réel, c'est un petit peu plus bourrin. Mais il y a des. Justement, si on clique sur le petit 3, il y a des techniques qui permettent que ce soit moins bourrin. Néanmoins, c'est quand même plus bourrin qu'un accès par pixel. Mais le fait de faire du coup de l'importance sampling temps réel, bah, du coup on a le vecteur vu. Donc on est plus précis. Et dans les jeux, ils ont plutôt tendance à utiliser la première méthode, parce qu'ils ont beaucoup de cubemaps. Et que bah, ils vont pas, enfin, vu qu'ils interpolent entre plusieurs cubemaps, ils vont pas s'amuser en fait à faire l'importance sampling sur chaque. Ils font un accès max et puis voilà quoi. Enfin, c'est un peu l'esprit. Dans notre cas, nous, l'importance sampling, why not? Parce qu'on a une seule cubemap, enfin, on a un seul environnement. Potentiellement, on peut régler le nombre de samples qu'on peut donner. Il y a des techniques pour faire de l'approximation où on est plutôt pas trop mal. À partir de, par exemple, 32 samples, on commence à avoir à converger pas trop mal. C'est pas ouf, mais c'est mieux que la première méthode, en tout cas sur les réflexions. Et du coup, mais bon voilà, ça coûte plus cher. Mais donc du coup voilà. Et ça c'est donc le 3 c'est un link qui pointe sur un GPU basé d'importance sampling, donc qui expliquait en fait comment l'optimiser et comment faire en sorte que bah, on ait un rendu plutôt de bonne qualité avec ça. Enfin, en tout cas que ça soit acceptable en temps réel. Et en fait, sur le lien 2, en fait, ça pointe sur le papier de Brian Caris qui explique dans UE4 comment ça marche, comment il précompute les trucs. Donc le pseudocode pour la partie spéculaire. Donc en fait, on retrouve les facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est genre donc F Fresnel, voilà, c'est F Schlick. Bon, ça prend des paramètres, machin. Enfin bon, c'est baveux. Faut prendre les papiers après et puis regarder quoi. Mais donc on retrouve G comme les coefficients donc G, le Fresnel et la distribution. Et on multiplie tout ça, machin, ça fait des trucs bien. Et l'importance sampling, il se fait ici quoi. Et normalement, j'ai un petit dessin après qui explique un peu mieux. Voilà, l'importance sampling. Donc ça c'est là ça c'est le tricks pour qu'en temps réel en fait ça marche plutôt pas mal. L'idée c'est que en fait sur le spécular, ça va toujours un peu. En fait, au lieu de sampler comme un bourrin dans tout l'hémisphère, on va dire bon bah voilà, on sait où est-ce que normalement ça doit aller les rayons. Donc en fait, on va maximiser les samples dans cette partie-là. Et donc en fait, c'est ce que ça veut dire là, quoi. Et grosso modo, l'idée est de dire quand tu as une faible probabilité de tomber sur un sample, eh ben tu prends un load de niveau plus bas. Donc voilà, ça c'est pour l'importance sampling temps réel. Et il y a un papier qui est dans un GPU GM, moi je sais plus lequel, ou GPU Pro, je sais plus lequel, et qui explique en fait ça avec toutes les formules, etc. quoi. Mais du coup voilà, ça nous c'est ce qu'on a fait. Et bon ça marche, mais en fait il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. Donc il faut qu'on améliore. Tac. Donc voilà, donc oui, ce que ça veut dire que dans ce cas-là, c'est que typiquement on va balancer un rayon, un autre rayon, un autre rayon, un autre rayon, et on va converger comme ça en fait. D'accord, alors ça maintenant c'est la partie où, bon on aimerait bien faire mais on peut pas faire comme on veut quoi. Alors le fait de pouvoir choisir le texture load quand on demande un pixel, c'est vraiment l'outil indispensable quoi. C'est-à-dire que sans ça on peut pas encoder de trucs quoi. On peut pas précomputer les choses etc. Donc il faut vraiment être capable de choisir un load de texture. Pareil, bon, HDR, c'est vraiment important qu'on puisse avoir des environnements HDR. Donc voilà, ça c'est un peu les deux facteurs importants. Je parle niveau là après implémentation WebGL. Bon, bonne nouvelle, c'est que WebGL Stat nous dit que bon, les floats c'est sympa, mais c'est pas encore complètement supporté. Néanmoins, c'est pas trop mal. Mais néanmoins, c'est pas assez. Donc là, grosso modo, les textures float, bon,
pas trop mal. Les textures float linéaires, ça veut dire être capable d'avoir un bilinéaire sur la texture float, il y en a encore moins. Et après, en fait, il y a le half float. Le half float qui est bien parce que le float c'est bien, mais bon, c'est quand même gourmand, c'est quand même lourd. Donc on se dit, bon, par exemple, l'environnement, peut-être en half float, on est suffisant. Enfin voilà, c'est pas, ça va quoi. Bon, sauf que c'est pas complètement supporté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on veut un truc qui tourne partout, eh ben, on peut pas utiliser ça. L'autre truc qui est un petit peu embêtant, c'est bon, c'est ça. Ça, c'est vraiment le pire. Ça fait vraiment, c'est vraiment pénible quoi. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui. Alors là, en fait, ça a monté depuis quelques jours, je pense, parce que iOS 8, en fait, eux, ils supportent le texture load. Ils supportent le texture load et maintenant qu'il y a WebGL, du coup, ça commence à remonter un peu au niveau de ces stats-là. Peut-être aussi que les browsers, ils poussent un peu plus l'extension, donc du coup, ça monte un peu, mais bon, voilà, on est à 7%. Bon, c'est bon, autant dire qu'on fait un truc, ça marche pas, quoi. Après, j'ai mis les Max Texture Unit. Pourquoi ? Parce que potentiellement, on peut trickser en disant oui, bon, pas de load. D'accord, ben, je te mets des textures à la place, quoi. Alors c'est bourrin, hein, on n'a pas envie, quoi. Nous, on préfère ça, mais bon, peut-être, on va voir, quoi. Ouais, ça c'est dur. Donc la bonne nouvelle, c'est que sur iOS 8, on a... alors il n'y a que 8 unités de texture, mais il y a du texture load, donc ça déjà ça va. Mais donc du coup ça va en fait. iOS 8, mine de rien, ils sortent un truc, c'est pas ouf, mais on se trouve dans de bonnes conditions si on veut faire... Enfin, dans de bonnes conditions. On se trouve dans des conditions acceptables sans faire des tweaks de ma boule pour faire du PBR, quoi. Typiquement, si on voulait faire du float et du texture load, sur iOS, en fait, ça marcherait. Il y aurait, entre guillemets, pas de problème, mis à part potentiellement la perf, mais on aurait ce qu'il faut. Donc ouais, voilà, les deux gros problèmes, c'est texture load et float texture. Alors, float texture issue. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour contourner oui, non, un peu quand même. Donc, il y a ce qu'on appelle le RGBE. Donc, c'est le format HDR. Grosso modo, le E, c'est pour dire à la place de l'alpha, on met un exponent. Donc, ça permet d'avoir des textures qui sont en dehors de 0 et 1. Ça peut aller plus haut. Bon, évidemment, vu que c'est un exponent et que c'est toujours du 8, bon, c'est pas non plus ultra... Enfin, on n'est pas dans la qualité ultime, quoi. Mais on a un truc. L'inconvénient que ça, c'est vu que c'est pas linéaire, ben en fait tout le filtering, il faut le faire manuellement. Ça veut dire que quand vous voulez dire oui, je prends tel UV et ça doit blender, ça doit me faire le filtre entre les pixels autour, et ben ça vous le faites à la main. Parce que vu que c'est pas linéaire, vous pouvez pas faire le filtering en fait, laisser la carte le faire. Vous êtes obligé de fetcher chaque pixel et faire vous la moyenne, quoi. Et quand c'est du trilinéaire, ça veut dire que vous le faites 8 fois. C'est cool. Donc ça c'est un peu... ouais, bon voilà, c'est comme ça. Voilà, donc ça, texture le dessus. Donc ça c'est un sample code d'Alexandre Pestana qui a fait un sample WebGL de PBR. Donc ça c'est la méthode brute de dire bon bah très bien, t'as pas de texture load, bah tant pis, moi je te fous 6 textures qui correspondent à mes loads. Et puis bah prends ça, quoi. Et donc ça voilà, c'est pour ça que je mettais en fait les 16 unités de texture, parce que potentiellement, bon, on peut peut-être s'en sortir avec ça. Moi j'aimerais bien tester ça pour voir en fait en perf ce que ça donne, si ça fait pas n'importe quoi, mais ça potentiellement, nous ça nous intéresse, quoi. Parce que la façon qu'on a utilisé, bah, j'expliquerai, mais il y a aussi des problèmes, enfin voilà, il n'y a pas de solution parfaite encore. Donc voilà, donc on peut pas utiliser une seule cube map. Là l'idée c'est d'utiliser plusieurs cube maps. Donc pareil, si vous voulez aller voir, en fait, vous pouvez aller voir le sample code d'Alexandre. Qu'est-ce que... Non, c'était pas ça. Tac, tac, tac. Après, double blague. Ça, c'est le problème des sims. Donc quand on utilise une cube map, donc on a encodé tous nos trucs dedans, donc tout est bien. Sauf que au niveau desktop, il y a une extension qui s'appelle RB Seamless Cube Map extension, qui permet en fait, quand on fait un accès dans la cube map, même si on est sur l'edge, ça va bien prendre les pixels autour pour faire une interpolation correcte. Sauf que bon, bah, voilà, en WebGL on n'a pas ça, ce qui fait que du coup, bah, quand on arrive sur l'edge, ça s'arrête, et donc du coup, bah, ça fabrique
des délimitations, quoi. Alors pour ça, il y a des fixes. Il y a notamment, il y a Ignacio, je sais pas comment on dit, mais lui, qui a fait un blog post là-dessus. Pareil, Sébastien Lagarde, en fait, en 2012, il a travaillé sur les PBR, il a fixé l'outil qui s'appelle AMD Cube Map Gen. Et donc du coup, en fait, dedans, il y a du code pour dire, oui, bon, alors si jamais on fixe un peu, tu décides de fixer un petit peu les edges, grosso modo, en fait, au lieu d'avoir le rendu sur la face entière de la cube map, à chaque fois, on le réduit un petit peu, et puis en fait, on recopie ou on fait un truc pour dire, bon, bah voilà, enfin voilà, c'est l'idée, c'est on fixe les bords pour être capable, en fait, de quand on fait des accès, en fait, bah, on se trouve à raccord si jamais on switch sur l'autre face, quoi. Donc pareil en fait, AMD Cube Map, il y a vraiment du code super bien dedans. Donc c'est Windows, donc bon ça c'est chiant. J'en ai pris enfin j'ai commencé en fait une version où je reprends du code dedans pour que ça tourne partout, mais c'est limité juste à la partie Irradiance, pré-computing en fait de l'Irradiance. Mais dedans en fait il y a du code vraiment bien et du coup si ça vous intéresse, allez voir dans ce code et dans les posts en fait de Sébastien Lagarde, il y a vraiment plein de choses bien. Enfin voilà, c'est vraiment bien défriché quoi. Voilà, donc alternative. Donc ce qu'on a nous utilisé, grosso modo, c'est alors bon, il n'y a pas de texture load, donc on va prendre un panorama et les loads on va les mettre dans la même texture. Donc normalement en fait un panorama c'est un rapport 2-1, c'est-à-dire que c'est comme ce que j'avais montré juste avant en fait, donc c'est comme ça. Nous ce qu'on fait c'est qu'on prend la texture, on la rend carrée et les loads en fait on les encode directement au-dessus quoi. Du coup ça nous permet d'avoir du load, bon il y a des side effects. Mais ça nous permet d'avoir du load et ça nous permet d'utiliser une seule texture. Donc notamment, un des problèmes, c'est que quand on arrive sur de la résolution low, enfin quand on commence à descendre dans les loads, on commence à avoir les artefacts du fait d'utiliser des textures de panorama. Le problème, c'est qu'en fait, comme on peut le voir là, enfin plus ou moins, c'est qu'il y a moins de résolution en fait sur les pôles. Ce qui fait que du coup, quand on commence à descendre et qu'on a moins de résolution, il y a une espèce d'effet trou de balle là qui est sur le dessus là. Et ça, c'est assez pénible en fait. Alors ça se voit pas forcément tout le temps, mais si jamais en fait vous avez une sphère comme ça, là ça se voit bien quoi. Et donc typiquement, c'est quand on descend dans le roughness plutôt, enfin non, c'est quand on a beaucoup de roughness que qu'on voit ça en fait. Tac tac tac. Donc ça c'est le code. Ah oui, alors oui, il y a aussi forcément, vu qu'on fait ça, quand on génère, normalement en fait quand on a un panorama, il y a une fonction qui dit bon voilà, t'as telle direction et donne-moi cet UV. Et ça te file les UV. Et bon voilà, c'est assez classique, la fonction on la trouve partout. Sauf que du coup, effectivement, cet UV là, ça nous le donne pour un panorama de ce format là. Quand on encode en fait tous les loads à l'intérieur, du coup il faut virtualiser les UV pour dire ah oui mais attends, cet UV là c'est ça, mais vu que je le veux sur le load machin, cet UV là en fait ça doit correspondre à ici. Donc du coup en fait il y a du code pour computer en fait des UV en fonction du load. Et bon, c'est pas des choses ultra compliquées à chaque fois, mais ça prend du temps, c'est relativement chiant à débugger et bon voilà quoi, on n'en a pas vraiment envie quoi. Mais bon voilà, donc ça c'est le genre de code qu'on aimerait ne pas avoir quoi. Parce que pareil, vu qu'on est sur du load et que c'est de cette taille là, on est obligé de faire le filtering à la main. Donc du coup les tailles de filtering sont pas les mêmes parce que c'est pas le load machin bidule. Quand on doit wrapper, ça doit wrapper sur l'autre. Enfin, il y a des détails comme ça qui sont vraiment pénibles quoi. Donc voilà pour ça. Alors petite démo. Alors paf. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Certainement parce que c'est... Ah si, c'est là. Alors, donc ça c'est l'exemple qu'on a vu avant. Donc bon voilà, ça c'est le truc, enfin c'est le panorama qui est généré. L'idée c'est de les fabriquer online, plutôt real time, c'est-à-dire qu'on récupère en fait la source du panorama et on fabrique en fait le load en shader. Je vais expliquer pourquoi après. Il y a des choix qui sont, il y a des choix on teste des possibilités pour parce que le contexte Sketchfab fait que des fois, on préfère faire ça côté client que de faire des allers-retours en fait avec le serveur. Et je vais venir.
Donc voilà, donc ça c'est un shader qui fabrique cette texture. Et là, elle est utilisée sur une sphère. Alors ça, c'est pas du tout. Là, on n'est pas sur un rendu PBR. Ça, c'est du debugging, hein. Enfin voilà, ça c'est juste pour débugger et voir en fait comment on a encodé nos loads, qu'est-ce que ça donne. Et donc là, typiquement, donc là, je suis à un load 0,1 machin, et donc plus j'ajoute du load, et donc plus on va voir l'effet là, et plus du coup, ça floute en fait ma texture. Donc voilà, donc ça utilise la texture qui est à côté, c'est pour vérifier, bah, ça donne quoi en fait quand je fais ce mécanisme là en fait, qu'est-ce que ça rend, est-ce que ça marche, est-ce que ça déconne. Souvent en fait il y a des problèmes potentiellement parce que ça peut baver, ça prend ça prend un pixel trop haut, du coup ça interpole avec, donc du coup ça fait une espèce de truc noir au pôle. Enfin voilà, donc ça permet de débugger ça quoi. Et donc grosso modo bah, voilà, ça permet juste de jouer. Et l'idée c'est l'idée après c'est d'avoir une sphère qui est elle PBR et où on utilise le même truc pour pouvoir débugger temps réel et voir un peu ce que ça donne quoi. Mais voilà, ça c'est un petit peu un espèce d'outil pour que je puisse développer et tester les différences. Si j'utilise une cube map, qu'est-ce qui se passe aussi. Voilà, donc je vais. Bon, il n'y a pas grand chose là-dessus, hein. Pour l'instant, c'est juste ça. Mais voilà. Sinon, donc pour revenir en fait aux démos sur le SIGGRAPH, et si je vais reparler en fait de ce qu'il y a dans la démo du SIGGRAPH. Ouais, enfin non, je vais me montrer la démo avant. Donc au SIGGRAPH, donc on a montré quelques modèles avec bah, du PBR. Donc en fait, en fonction des modèles, c'est plus ou moins, ça se voit plus ou moins bien, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'éclairage, du coup, on se retrouve avec quelque chose de cohérent, même si on utilise d'autres, je sais pas, d'autres textures. En fait, on se retrouve pas avec des trucs complètement chelous. En fait, ça colle plutôt bien. Enfin, si les environnements marchent bien, évidemment, quoi. Donc on a ça où en fait bah, le cuir en fait était plutôt pas trop mal. Moi je sais pas si on voit bien en fait, hein, donc mais là typiquement ouais voilà le mec en fait qui a fait les matériaux de cuir en fait ils étaient plutôt pas trop mal précis. Euh, il y a ce modèle là qui est donc pareil qui est plus ou moins éclairé, donc ça c'est un monstre. Voilà. Là, voilà, on a en fait le nombre de samples qu'on envoie en fait par pixel. Et là, en fait, bon, il y en a 32, ça tourne pas trop mal, mais en fait, il y a un problème, c'est que normalement, on devrait être 2 fois plus rapide, parce qu'on fait ça pour le diffuse et ça sert à rien, quoi. Le diffuse, faut juste prendre l'irradiance, ça sert à rien de s'amuser à computer de l'importance sampling diffuse, quoi. Bon, il se trouve que à ce moment-là, on a fait ça parce qu'on était à l'arrache et voilà, mais bon, ça, voilà, on va pas faire comme ça, quoi. Mais donc voilà, ça permet de. Enfin bon, bref, ça permet d'avoir un éclairage un peu cohérent. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai lui aussi. Donc voilà, et ça, c'est vrai que ce qui change par rapport à avant, c'est qu'avant on aurait eu un espèce de rendu un peu ad hoc où on aurait tweaké machin. Là, c'est cohérent en fait. Si je change d'environnement, je vais avoir les mêmes types. Je vais avoir des réflexions qui vont être différentes parce que la lumière va pas forcément venir du même endroit. Mais je vais me trouver en fait avec quelque chose qui converge, enfin qui physiquement s'approche du correct. Alors, vu ce qu'on fait avec du RGBE et compagnie, bon, physiquement correct jusqu'à temps qu'on s'écarte un peu trop, quoi. Mais il y a quand même de la cohérence sur l'éclairage, quoi. Oui, donc voilà, ce que je voulais dire, c'était effectivement donc pour le Proto Sketchfab, le premier test en fait qu'on a fait, c'était que on a fait de l'importance sampling sur la diffuse. C'est quelque chose qu'on ne veut pas vraiment faire parce que c'est gourmand en fait. On fait des pixels et ils servent à rien. Autant avoir le résultat direct. Et l'autre point, c'est que les panoramas en fait, c'est un format qui est quand même pas mal utilisé, notamment par les artistes. Et donc du coup, on a envie de pouvoir utiliser ces textures-là sans les balancer côté serveur pour faire du pré-computing avant. Donc pour nous du coup l'importance sampling bah, c'est un peu bourrin mais en fait du point de vue user il met sa texture et ça marche tout de suite quoi. Et ça en fait alors après on peut avoir plusieurs approches, on peut dire il a sa texture, ça marche tout de suite et bon peut-être que c'est un peu laggy et puis pendant ce temps-là en fait sa texture on la balance, on pré-compute les trucs et quand quelqu'un d'autre voit le modèle en fait bon bah là c'est smooth quoi.
Mais voilà, donc pour nous, il n'y a pas l'importance sampling, c'est pas quelque chose qu'on discarde. On le discarde aujourd'hui, enfin en tout cas sur les prochains tests qu'on veut faire, c'est plutôt le discarder sur la partie diffuse, parce que bon, ça change pas vraiment grand chose sur la qualité. Mais par contre, sur la partie spéculaire, vraisemblablement, on va peut-être le garder, quoi. Donc voilà, et ça, c'est des choses qui sont, qui continuent à évoluer, quoi. Pareil, je parlais des caméras PBR. Bon, nous, on va pas faire ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tone mapping pour cadrer un petit peu les couleurs, ranger les choses et avoir en fait un rendu un peu plus borné sur du filtre type caméra, quoi. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, c'était pas par là. Hop. Ah, voilà. Ça, les ressources. Donc là, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Si le sujet vous intéresse, il y a des choses dont j'ai pas parlé, typiquement l'importance sampling, Hammersley, ce que c'est. C'est des choses en fait qui font partie des ingrédients quand on sample. Mais il y a vraiment plein de choses intéressantes là-dedans. Et c'est vraiment... tous les Natty Hoffman, Sébastien Lagarde, Brian Carey sont vraiment des gens qui poussent beaucoup. Et ouais, c'est vraiment il y a vraiment du beau contenu à lire et voir comment ça marche, quoi. Les papiers aussi du SIGGRAPH, les papiers du SIGGRAPH sont super intéressants. Alors il y en a qui sont un petit peu compliqués. Moi il y en a, non, je comprends pas. Il y a des trucs qui sont un petit peu velus, mais voilà un petit peu. Et le UE4 shading, c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà pour ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que c'était pas trop. J'espère que c'est pas que que vous avez compris des choses. Ouais. Tu as parlé de l'utilisation de texture plus pour l'environnement, par exemple, pour envoyer du HDR dans le code OCR. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est envisageable aussi dans les implémentations de faire du render de texture en float pour potentiellement faire du post-effect genre bloom Ah ouais, bien sûr, ouais. Ah oui, ça bien sûr, ouais. Là, aujourd'hui ou demain, en fait, typiquement dans Sketchfab, il y a un post-process là qui va fonctionner et il va y avoir du float dedans, ouais. Donc ça, c'est pas le plus... Enfin, pour ceux qui ont du float. Ceux qui n'en ont pas, bon, bah... Mais donc du coup, c'est pas... Oui, non, effectivement. Hein. Mais de manière, on commence à avoir besoin de ça quand même. Donc il se trouve que le hardware commence à suivre même en mobile pour... le float, oui, le float, les gars, le float, quoi. Mais donc du coup, ça commence à venir. Mais bon, voilà, il y a toujours en fait un pourcentage où, quand on se trouve le cul entre deux chaises, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est surtout ça le problème, en fait. Ouais. Le fait de faire du RGBE que tu packs dans des PNG, ouais. Du coup, est-ce que le fait que ce soit encodé en gamma sRGB et que tu aies besoin de le linéariser après, est-ce que c'est quelque chose que tu fais avant ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais après réception du PNG? Non, en fait, tout ce qui est HDR, en fait, c'est linéaire. D'accord. C'est-à-dire que, tout ce qui arrive en fait en HDR, c'est linéaire. Tu contrecarres en fait le sRGB du PNG au moment de l'encodage, en fait. Alors, alors ça c'est encore un sujet, on sait pas trop, ça c'est un truc qui fait vraiment chier, c'est que en fait les navigateurs ils provident en fait effectivement des images, mais on n'a aucune information, le sRGB c'est vraiment la galère, quoi. On sait pas d'où vient l'image, on sait pas en quoi l'encoder, potentiellement les leaders ils sont foireux donc c'est pas du sRGB, mais des tests qu'on a fait en fait, le sRGB en fait n'est pas utilisé directement par le PNG, quoi. Si tu le fous dans un canvas, il y a des trucs comme ça qui se passent, mais nous c'est pas ce qu'on fait en fait. On l'utilise directement en fait en tant que texture et il n'y a pas de modification de ce que j'en ai vu. Et si tu voulais par exemple utiliser, mais là ça rebondit un peu sur la question de Rémi, par exemple de l'HDR ou des EXR directement sans passer par le sRGB, mais que tu avais toi-même ton propre format de stream. Alors du coup oui, la question se posait en disant bon bah super, moi je vais envoyer des floats, quoi. Sauf que si la machine elle sait pas faire de float, bon bah tu peux pas en faire grand chose, quoi. Si tu peux les lire à la main dans un buffer en JS et puis dire je les retransforme, mais bon là tu prends... C'est dur, quoi. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de solution comme disait Rémi d'envoyer du 32 float natif. Non, parce que potentiellement si ton implémentation WebGL elle le supporte pas, tu peux rien en faire en fait. Il faudrait la convertir en RGBE, ou alors si tu peux dire, côté serveur, je provide du RGBE et du float. Voilà, tu peux dire aussi des choses comme ça. Okay. Mais il y a en fait, il
Il n'y a pas de non-solution, c'est juste que dès qu'en fait on choisit des solutions, en fait, il y a potentiellement des codes pass qui commencent à splitter dans tous les sens. C'est-à-dire que avoir plusieurs formats côté serveur, oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut se faire, mais du coup, en fait, ces datas-là, il faut se les trimballer, en fait. L'historique, il faut le trimballer, en fait. Et ça, en fait, ça coûte de l'énergie aussi. Donc, on préfère éviter quand même de trop splitter de la data si bon, voilà, on peut faire autrement. Typiquement, là, une des approches, c'est de dire, on prend une RGBE qui, de base, donc Panorama, on la récupère. Si le mec il supporte les floats, en fait, on va générer les loads, enfin, on va la transformer en float, on va générer les loads en float, parce que du coup on va être précis, on va pas perdre de la qualité à chaque fois qu'on encode des pixels machin. Et du coup là on va rester, on va garder la qualité originale du RGBE. Mais voilà, il n'y a pas en fait un truc qui marche facilement bien partout, quoi. Alors il y a des sujets comme ça où niveau WebGL2, il y a des choses qui sont en préparation, mais bon, ça va arriver dans pas avant un an, quoi. Mais bon, le truc le plus chiant, c'est vraiment Texture-Load, hein. Ça c'est clairement, ça c'est vraiment le truc pénible, quoi. Il n'y a rien à faire pour le gamma. Pour le gamma, quoi. Tu fais rien, tu les charges. Non, le gamma, t'as besoin de savoir c'est quoi tes data, quoi. Si tu les fournis, c'est bien, tu vois. Si tu les fournis pas, c'est bon, où tu peux les contrecarrer après, où tu sais ce que t'envoies et du coup tu contrecarres déjà ce qui. Oui, voilà, tu sais, enfin, nous ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est de toute manière environnement, c'est HDR et c'est linéaire. Donc bon, voilà, on se pose pas de questions, mais la plupart du temps, de manière, quand c'est HDR, c'est linéaire, hein. Mais tu sais pas effectivement ce qui va arriver à ton PNG au moment du décodage en fonction du browser que tu exécutes et. Je le maîtrise pas. Ouais, ok. De ce que j'avais vu, c'est qu'il essaie. D'accord. Mais après, il y a des blagues si tu commences à manipuler ça dans le canvas ou le truc, c'est pas complètement clair après. Et est-ce que Texture-Load sera implémenté pour WebGL2 ? Je crois que c'est dedans, ouais. Ouais, je crois que c'est dedans. Ouais, ça va simplifier beaucoup, ça c'est. Mais bon, WebGL2 c'est sur OpenGLES 3.0, donc il faut le temps que le parc. Enfin, ça n'empêche que même si t'as WebGL2, si t'as des mecs qui sont sur WebGL1, bon bah. Pardon, quoi. Enfin, ça reste le même problème, quoi. Après, tu peux dire que tu as un système requirement minimum et puis voilà. Ouais, mais du coup, c'est difficile, tu vois. C'est comme si YouTube il te dit. Tu vas-y, la moitié des gens. des MP4, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, donc voilà, mais bon. Là, avec ça, on s'en sort pas trop mal, ça marche. Enfin voilà, il y a des fuites, c'est pas complètement clean, c'est pas perfect, mais on arrive à afficher des modèles PBR sur mobile. Alors, évidemment, il n'y a pas 32 samples, hein, mais on met 2 samples. Enfin bon voilà, évidemment ça ressemble pas, enfin ça converge pas du tout pareil, mais bon ça a un meilleur effet que d'avoir un spéculaire tout foireux et puis juste une map de réflexion qui a pas de roughness, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'en fonction mais là du coup ça revient un peu à ce que nos amis de Microsoft disaient tout à l'heure, si tu utilises le driver natif et si tu utilises Angle par exemple, en fonction de la config que tu as fait dans ton browser, est-ce que tu as parfois des problèmes avec des gros shifts de l'un à l'autre en fonction de ce que tu fais derrière, ou t'as pas eu trop de surprises de ce côté-là? Si, il y a des blagues, ouais. Ouais, il y a des blagues. Typiquement, par exemple, sous SX, là en fait je mets 32 samples, ça marche. Tu mets Chrome sous Windows, ça marche pas. En fait, il y a un truc qui bug, c'est qu'il y a un bug ouvert d'ailleurs sur Angle là-dessus. C'est que la conversion en fait GLSL, HLSL, elle pète, pour une raison que j'ignore, mais elle pète et donc du coup le shader il marche pas, quoi. Donc tu mets 4, on a prévu un cas où oui, if def machin, 4 c'est bien, on fait comme c'est bien, on déroule tout pour que c'est bien, mais en fait il y a un bug et du coup tu veux mettre 32 samples, ça passe pas, quoi, ça casse. Donc ça c'est l'implémentation Angle. Et en fait ce qu'ils sont en train de faire sur Angle, c'est qu'ils disent bon ça suffit les diverges passes, en fait maintenant Angle va avoir un backend OpenGL en fait. Donc ça va redescendre d'un cran, ça va plus être en fait, ça va plus être le navigateur qui va choisir le code pass, tout va passer par Angle et c'est derrière qu'au niveau du backend en fait que ça aiguillera, quoi. D'accord. En tout cas c'est comme ça Chrome en tout cas c'est vers ça qu'ils vont, quoi. Enfin Angle en tout cas c'est vers ça qu'ils vont. Bon.